Si vous allez au bord d'une rivière, vous avez plusieurs activités qui s'offrent à vous en fonction du temps que vous souhaitez y passer. Vous pouvez pique-niquer sur la rive, lancer la ligne de votre canne à pêche, vous baigner dans le cours d'eau ou encore pourquoi pas pagayer en kayak. Des fois, on s'amuse même à entasser les pierres pour y construire un mini barrage, bref, des choses qui sont assez communes au bord d'une rivière. Mais pour certains, c'est pas suffisant, il en faut plus. Alors, il y en a qui vont se mettre à chercher dans l'eau pour voir s'il n'y a pas quelque chose à y trouver, animés par l'intime conviction que la rivière cache peut-être un trésor insoupçonné, comme une pépite d'or par exemple. Parce que des personnes leur ont dit qu'il y avait peut-être une pépite d'or pas encore trouvée, ou encore parce que cette rivière est connue pour enfermer dans son cours des paillettes d'or, donc pourquoi pas une pépite après tout. Ces orpailleurs, parce que c'est comme ça qu'on appelle ceux qui s'adonnent à cette pratique, à moins d'un coup de chance, il leur faut du temps pour trouver une pépite. Beaucoup de temps. Des jours, des heures, des semaines à chercher dans les moindres recoins, à soulever chaque pierre, à tamiser chaque seau de sable et de gravier, pour espérer pouvoir peut-être en sortir une pépite. C'est ça, un easter egg dans un jeu vidéo. C'est simplement une pépite d'or dans une rivière qui attend d'être trouvée. Et ces orpailleurs numériques, ce sont juste des passionnés qui s'aventurent au-delà des sentiers que 99,9% des gens emprunteront instinctivement. Ce sont ceux qui scrutent chaque détail, expérimentent diverses manipulations ou explorent des zones secrètes dans l'espoir de tomber sur la pépite, celle laissée par un développeur. Et que se passe-t-il lorsqu'on explique à tous ceux qui sont au bord de l'eau qu'il y a avec certitude une pépite dans cette rivière ? C'est aujourd'hui ce que nous promettent tous les studios de jeux vidéo parce qu'ils ont bien compris qu'un jeu sans easter egg, c'est comme une rivière sans pépite d'or, ça manque de challenge. Alors vont se forger de nouveaux orpailleurs numériques. Des orpailleurs qui, avec le temps, voudront se rassembler, élaborer des stratégies, chercher en communauté et surtout partager leurs trouvailles. Et Internet, c'est l'endroit idéal pour ça. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de l'origine des easter eggs et comment en seulement 2 décennies, ils sont passés d'un simple clin d'œil à destination des fans à de véritables outils marketing. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est concrètement un easter egg ? Un easter egg, qu'on peut traduire littéralement par œuf de Pâques, c'est un contenu secret caché volontairement dans une œuvre, un produit ou un média numérique. Et par contenu, c'est très large. Ça peut aller de la simple blague d'un développeur à la petite référence à une œuvre connue, voire carrément à toute une quête annexe dans un jeu vidéo. L'origine du terme easter egg serait attribuée au film The Rocky Horror Picture Show, sorti en 1975. Durant le tournage, certains acteurs avaient caché de véritables œufs de Pâques sur le plateau, qui n'ont pas tous été découverts, et il se trouve que quelques-uns de ces œufs dissimulés apparaissent dans la version finale du film. C'est de là que l'expression serait née. On attribue aussi d'autres termes que celui d'easter egg, parfois on parle de clin d'œil, d'hommage, de secret, de référence, de surprise. Peu importe le nom qu'on lui donne, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il n'est pas là par hasard. Un easter egg, il a un but bien précis, celui d'être trouvé. Mais parfois même, il peut remplir une fonctionnalité. Certains vous aident à patienter sur votre navigateur web le temps que votre connexion internet reprenne, d'autres à vous donner la chair de poule pendant que vous combattez des zombies sur Half-Life 2. Vous n'avez pas compris ce qu'il a dit, on va passer la bande son à l'envers. Et puis vous en avez qui peuvent même vous dévoiler le personnage mis en scène dans le prochain Pixar. Bref, les easter eggs prennent des formes multiples et sont partout depuis un demi-siècle. Ils font partie intégrante de la pop culture, de la culture geek et celle d'internet. De la génération X à la génération bêta, ils nous ont tous impactés un moment ou un autre jusqu'à même arriver dans le domaine politique. Ouais, c'est bien François Bayrou que vous voyez à l'image. Merde, ça va être politique. Mais avant de vous parler des quelques easter eggs politiques qu'on a pu connaître en France, je vais devoir vous faire une introduction à un des plus célèbres easter eggs, le Konami Code. Tout commence en 1985 à Kyoto, devant son écran cathodique, Kazuhisa Hashimoto, un jeune développeur chez Konami, passe des heures à tester l'adaptation d'un jeu d'arcade pour la Nintendo NES, il s'agit de Gradius. Gradius, c'est ce qu'on appelle un shoot'em up. Un shoot'em up spatial pour être précis. C'est-à-dire que le joueur dirige un véhicule qui doit éliminer une multitude d'ennemis à l'aide de projectiles, tout en progressant à travers les niveaux et en esquivant les tirs adverses. Le plus connu de tous étant probablement Space Invaders. Mais il y a un problème avec Gradius, c'est que le jeu est difficile. Trop difficile. À l'époque, il n'y a pas de sauvegarde et chaque test devient une épreuve, vérifier chaque niveau, chaque mécanique, un calvaire. C'est alors qu'Hashimoto prend la décision plutôt ingénieuse d'insérer une faille dans le code, une sorte de porte dérobée pour faciliter les tests du jeu. Un raccourci donc composé d'une séquence de touches très simple à saisir sur l'écran de pause du jeu. Haut, haut, bas, bas, gauche, droite, BA. Une fois cette combinaison effectuée, le vaisseau qu'Hashimoto contrôlait recevait instantanément tous les bonus du jeu, ce qui évitait de mourir bêtement face aux ennemis pendant les vérifications de niveau. Le développement de Gradius devient plus facile, le jeu est terminé et sort en 1986 au Japon, seulement une chose a été oubliée, la séquence de touches est restée.
Lors de la sortie du jeu, des joueurs vont taper la séquence par hasard et découvrir cette faille qui leur permettra d'être quasiment invincibles, et ce dès la première partie. Le studio Konami, apprenant la nouvelle, se pose la question de sa suppression lors des prochaines éditions du jeu. Oui, parce qu'en Europe le jeu n'est sorti que 3 ans plus tard, on est dans les années 80, c'est pas aussi rapide qu'aujourd'hui. Mais la peur des développeurs était qu'en supprimant ces lignes de code, on puisse générer d'autres bugs dans le jeu. La décision est prise de ne pas y toucher, et le bouche-oreille faisant son effet, le code devient iconique assez rapidement. Konami décide de surfer sur ce qui s'apparente à une sorte de buzz dans l'univers vidéoludique pour l'époque, et décide d'inclure cette séquence de touches dans les suites de Gradius et même d'autres jeux comme Contra sorti sur NES en 1988. Cette fois-ci, le code saisi permettait de commencer le jeu avec 30 vies au lieu de 3 uniquement, un sacré avantage pour un jeu réputé être lui aussi très difficile. Bien qu'initialement c'était une erreur de développeur, le Konami Code commence à s'immiscer en tant qu'easter egg dans les jeux vidéo d'autres studios. Il devient un symbole de distinction dans la communauté des gamers dans les années 80-90, certains l'apprenant même par cœur. Il réussira même à s'extirper de l'univers du jeu vidéo, qui était encore un média de niche à l'époque, pour être cité à la télé, sur internet, dans des films ou même des séries. J'allais chez le libraire et j'apprenais les codes de jeux vidéo par cœur. Oh, papa, gauche-droite, BA start. Et vous savez que quand quelque chose devient populaire, certains hommes politiques décident de se l'approprier de manière soit désastreuse, soit plutôt habile. C'est en effet ce qui arriva au Konami Code lors de la campagne présidentielle française de 2012, qui fera l'objet d'une petite récupération politique. À une semaine du premier tour de l'élection présidentielle, le site officiel d'un candidat dont on entend beaucoup parler en ce moment intégrait un easter egg. Lorsque vous vous rendiez sur le site du parti politique du Modem, le mouvement démocrate, et que vous tapiez au clavier la célèbre séquence OO, Baba, gauche-droite, BA, une vidéo rétro en 8 bits faisait son apparition. Cette animation mettait en scène un héros pixelisé surnommé le héros du Béarn, équipé de 6 reliques symboliques telles que le médaillon du redressement des finances publiques ou encore le parchemin du nouveau contrat démocratique. Sa mission, libérer la France des ténèbres du Sarkoland. Ouais, on repassera sur la subtilité. Te casse pas, on a compris. Élaboré par 4 garçons qui travaillent pour la webcampagne de François Bayrou, on comprend facilement que cet easter egg / coup de com' a pour objectif de séduire un électorat jeune et technophile. Et ça fonctionne très bien. Twitter s'emballe rapidement et à de nombreuses reprises, le site du modem se retrouve inaccessible à cause d'un trafic trop important. François Bayrou publiera même un tweet pour remercier les curieux qui ont contribué au succès de cet easter egg. Malheureusement pour lui, il terminera 5e au premier tour des élections présidentielles, laissant François Hollande du Parti Socialiste et Nicolas Sarkozy de l'Union pour un mouvement populaire au coude à coude pour le second tour. Néanmoins, le François du centre apportera très rapidement son soutien au François de gauche, et ce n'est donc peut-être pas un hasard si pendant l'entre-deux tours des élections, le Parti Socialiste décida de publier à son tour un easter egg sur son site internet. En entrant également le Konami Code, les visiteurs voyaient apparaître le célèbre Nyan Cat, arborant fièrement une rose socialiste et traversant l'écran en laissant une traînée arc-en-ciel. Mais cet easter egg a eu beaucoup moins d'impact médiatique. C'était pas la première fois que le site du PS proposait un easter egg, vous aviez déjà la possibilité de rentrer un Konami Code sur la page dédiée au mauvais bilan de Nicolas Sarkozy, et celui-ci faisait apparaître un double arc-en-ciel, une référence à un classique d'internet. Double rainbow, oh my god. It's a double rainbow all the way. Les développeurs du site du Parti Socialiste avaient même caché dans le code source du site web un easter egg sous forme de message ASCII. C'était le logo du PS, et ça ressemble à ça. Les messages ASCII, et même plus largement l'art ASCII, consistent à former des images uniquement à l'aide des lettres et caractères spéciaux contenus dans le code américain normalisé pour l'échange d'informations. Grosso modo, ce sont les caractères que vous avez sur votre clavier d'ordinateur. Et l'art ASCII, de par sa légèreté, a été beaucoup utilisé pour des easter eggs sur des sites web ou des programmes. Né au début de l'informatique, il permettait aux développeurs de contourner ainsi les limitations graphiques des premiers ordinateurs, et surtout de laisser un message directement dans le code source du site ou du programme. Les développeurs y laissaient des clins d'œil à d'autres développeurs, apposaient la marque pour laquelle ils travaillaient, ou même signaient leur création de leur nom de manière discrète. Une pratique qui n'est pas sans rappeler certains artistes qui cachaient des messages ou des symboles dans leurs œuvres destinés à être découverts par les initiés. Et oui, parce que l'easter egg, ce n'est avant tout que la continuité d'une pratique qui existe depuis des siècles. Celle de cacher des secrets dans une œuvre, de laisser des indices dans un texte ou de chiffrer une partie d'un message. Parfois avec une vraie utilité, par exemple, ça pouvait être un moyen de cacher sa signature pour éviter les contrefaçons ou authentifier une œuvre. C'est exactement ce qu'il va se passer en 1979, 6 ans avant le Konami Code. Warren Robinett, un programmeur de jeux vidéo, fut chargé de concevoir un jeu pour la console Atari 2600. Inspiré par le jeu d'aventure textuel Colossal Cave Adventure, il imagina un monde dans lequel le joueur devait affronter 3 dragons avec pour objectif de récupérer un calice, ce qui donna naissance à Adventure. Cependant, chez Atari, la politique était claire, les développeurs ne devaient pas être crédités publiquement.
À l'époque des premières années de l'industrie du jeu vidéo, les développeurs étaient tenus à l'anonymat. Tout d'abord, les entreprises considéraient les jeux vidéo comme de simples produits de consommation, sans vraiment en reconnaître la valeur artistique ou créative des concepteurs. Et afin d'être sûr que certains malins ne revendiquent pas la paternité ou l'idée d'un jeu, ces entreprises faisaient signer des contrats de travail précisant que les créations réalisées pendant les heures de travail appartenaient exclusivement à l'entreprise. Cette clause empêchait les développeurs de revendiquer publiquement leurs contributions. Faut imaginer, c'est un peu comme si dans un film, on ne mettait pas en valeur le réalisateur, mais uniquement le producteur. Assez bizarre. Tu crois que c'est du respect, ça ? Tu crois que c'est du respect, mon garçon ? Cette absence de reconnaissance a tellement pesé sur Robinett qu'il a décidé de faire un bon gros doigt à Atari en dissimulant son nom dans le jeu. Pour ce faire, il cacha une salle secrète accessible uniquement en traversant un mur invisible où il inscrivit « Créé par Warren Robinett ». Pour y accéder, le joueur devait localiser un minuscule objet appelé The Grey Dot de la taille d'un pixel. Une fois trouvé, il devait le transporter vers une autre pièce contenant 2 autres objets, ce qui rendait un côté du mur invisible et permettait d'accéder à la salle secrète révélant le nom du créateur du jeu. Il aura fallu 1 an pour qu'un adolescent de 15 ans, Adam Clayton, découvre cet easter egg et en informe Atari via une lettre explicative contenant des schémas détaillant le cheminement pour trouver cette pièce. Dans le doute, la direction d'Atari a alors demandé à ses équipes en interne de trouver cette supposée salle secrète. Et c'est Brad Stewart, un des programmeurs qui trouvera la salle en suivant les indications de la lettre. La direction, qui n'était pas franchement ravie, demandera à Stewart de supprimer les lignes de code contenant la signature. Mais par solidarité, il s'opposa à les retirer, précisant que s'il n'avait pas eu le choix, dans tous les cas, il aurait mis à la place, réparé par Brad Stewart. Finalement, c'est plutôt une décision mercantile qui fera que cet easter egg ne sera pas supprimé, puisque toute cette opération aurait coûté 10 000 $. 10 000 $ à l'époque, ça équivaut à 50 000 aujourd'hui. Oui. Faut signer les chèques. Oh là là, oh non ça je ne pourrais pas, oh non ça je ne pourrais pas. Et notre ami Robinett avait beaucoup de chance, puisqu'entre le moment où le jeu est sorti et que cette salle secrète a été trouvée, il avait déjà quitté l'entreprise. Le jeu est devenu populaire, boosté entre autres par la curiosité des joueurs à travers les décennies pour accéder à ce fameux easter egg, qui d'ailleurs n'en était pas vraiment un à la base, il s'agissait simplement pour Robinett de signer le jeu qu'il avait créé, c'est juste qu'il devait le faire discrètement. Et assez ironiquement, aujourd'hui, vous pouvez retrouver une interview de Robinett sur le site officiel d'Atari pour raconter toute cette histoire. Tout est bien qui finit bien. I called it my signature, I didn't call it an Easter egg. They had the power to keep my name off the box, but I had the power to put my name on the screen. Et pendant près de 40 ans, on a pensé que cet easter egg était bien le premier easter egg de toute l'histoire des jeux vidéo. Vous avez encore des articles et vidéos sur internet qui vous le présentent comme tel, sauf qu'à la fin des années 2010, début 2020, plusieurs autres vont être trouvés. Vous avez le jeu vidéo Whizball, sorti 1 an avant Adventure en 78 sur la console Fairchild Channel F. Celle-là, c'est sûr que vous la connaissez pas, c'est une console qui n'est sortie qu'aux États-Unis. Channel F for fun, the Fairchild Video Entertainment System, just $169.95. Dans le jeu, après avoir terminé une partie et réglé les paramètres du menu sur Jeu 43 et Score 67, vous avez le nom Red Cells qui s'affiche en référence au développeur du même nom. Et puis vous avez 2 jeux sortis en 1977 qui se tirent la bourre pour savoir qui est le premier à intégrer un easter egg. Speedfire, sorti aussi sur la console Fairchild Channel F en novembre 77, qui cache également le nom de son développeur, Michael Cadlas. Et enfin, le deuxième jeu qui serait à date le premier easter egg, ça serait le jeu Starship One, sorti non pas sur console de salon, mais sur une borne d'arcade Atari, cette fois en août 77, donc quelques mois avant. L'histoire de cette découverte est assez folle, il s'agit de Ed Fries, un ancien cadre de Microsoft, par ailleurs un acteur clé dans la conception de la première Xbox, qui a trouvé cet easter egg en 2017. C'est au détour d'une discussion avec Ron Milner, un programmeur chez Atari, que ce dernier lui aurait signifié que le jeu Starship One n'avait pas livré tous ses secrets. Plus précisément, Milner lui explique qu'à l'époque, lorsqu'il a conçu le jeu, il a inséré une séquence secrète, un peu comme le Konami Code, permettant d'obtenir 10 parties gratuites sur la borne d'arcade, mais que personne n'avait jamais trouvé cette séquence. Et pire encore, lui-même l'avait oublié. C'est pour ça qu'il n'en avait pas parlé pendant 40 ans. La seule chose dont il se souvenait, c'était le message qui apparaissait quand on saisissait la séquence « Iron ». Alors, je vais pas rentrer dans le détail de comment Ed Fries a procédé, si vous êtes curieux, il a écrit un article passionnant sur son blog que vous trouverez en description, mais pour aller à l'essentiel, Ed Fries et Ron Milner ont fouillé dans le code source du jeu, trouvé sur internet, pour identifier par une simple recherche le fameux Iron qui était caché. Le but étant ensuite de remonter les lignes de code pour voir s'il était bien possible techniquement de faire apparaître ce message, et surtout comment procéder à son activation. A l'aide d'un ancien ingénieur chez Atari du nom de Michael Albo, ils vont réussir à reconstituer une séquence sur un ordinateur qui déclenche ce message. Et effectivement, le Iron s'affiche bien discrètement entre 2 lignes de texte. Le seul problème, c'est que la version du jeu sur laquelle ils travaillent est une version émulée, c'est-à-dire qu'elle a été transposée de la borne d'arcade vers un ordinateur, et que donc la séquence a été forcément adaptée pour fonctionner avec un clavier.
La véritable séquence qui devait être rentrée sur la borne d'arcade était un chouïa plus technique à réaliser. Le joueur devait insérer une pièce tout en maintenant enfoncer 2 boutons, puis très rapidement les lâcher pour actionner un levier de contrôle. Et le seul moyen de vérifier si c'était faisable, c'est de l'essayer sur une borne d'arcade directement. Et c'est ce que va faire Ed Fries. Il va carrément se faire livrer chez lui le jeu Starship One. Ouais, ça prend pas beaucoup de place après tout. Énorme! Il brancha la machine, réalisa la séquence de l'easter egg, mais non. Aucun message ne s'affichait à l'écran, c'est en se replongeant dans les lignes de code qu'il découvrit qu'il y avait possiblement un interrupteur dans la borne qui était placé en mode fermé. C'était clairement l'idée de la dernière chance, alors il démonta la borne, trouva effectivement ce fameux interrupteur qu'il plaça en mode ouvert, puis redémarra le jeu, mais cette fois avec une caméra pour filmer l'action. Et dès le premier essai, l'easter egg fit son apparition. Il est juste là. Ce que vous venez de voir, c'est le véritable premier easter egg dans un jeu vidéo à ce jour, un simple message constitué de 2 mots et 5 lettres. Ça, c'est la belle histoire sur laquelle on pourrait finir, mais en fait c'est toujours plus compliqué que ça. Définir le premier easter egg, c'est nous imposer un cadre qui n'a pas été précisé. Est-ce qu'on parle du premier easter egg dans un jeu d'arcade? Dans ce cas effectivement c'est Starship One sorti en août 77. Est-ce qu'on parle du premier easter egg sur une console de salon? Dans ce cas c'est Spitfire sorti en novembre 77. Est-ce qu'on parle du premier easter egg qui était dans l'adaptation graphique d'un jeu textuel sur ordinateur, mais sans être distribué au grand public? Dans ce cas, c'est Moonlander, développé en 73. Celui-ci n'est pas très connu, mais pour aller à l'essentiel, il fallait guider à l'aide d'un crayon optique un module pour arriver à se poser sur la Lune. Si l'angle ou la vitesse était mal géré, le module explosait. Si au contraire vous arriviez à poser à la perfection votre engin, un astronaute sortait sur la Lune pour y planter un drapeau. Un jeu en apparence simple, mais franchement bien élaboré pour l'époque, puisque vous deviez vous occuper de plusieurs paramètres allant de l'angle du module à la gestion de carburant restant dans le réservoir. Vous aviez même 4 niveaux de difficulté qui impactaient les zones d'alunissage ainsi que le contrôle de l'appareil. On rappelle que le jeu de référence sorti quelques mois avant, c'est Pong. D'ailleurs, petit aparté, le jeu n'a nécessité que 10 jours de programmation par un seul homme, et certaines informations comme la gestion du carburant sont tirées du véritable module lunaire Apollo. Mais s'il vous prenait l'envie de vous balader un peu plus sur la carte, oui, parce que le vaisseau n'est pas limité à cet écran, ce jeu est vraiment en avance sur son époque, vous pouviez apercevoir une enseigne McDonald's et vous poser à côté pour commander 2 cheeseburgers et un Big Mac à emporter. Et si vous étiez plutôt team communiste et que vous souhaitiez détruire le symbole ultime du capitalisme, vous pouviez vous cracher directement sur le McDonald's. L'ordinateur vous affichait ce message, eh bien vous venez de détruire le seul McDonald's sur la Lune. Quel idiot. C'est parce que McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans. Non seulement le jeu est fou, mais en plus il a le meilleur easter egg. Et cet easter egg, contrairement à d'autres, il est assez facile à trouver. Il suffit juste de se déplacer sur la droite de l'écran. En effet, quand on se penche sur les easter eggs dans les jeux vidéo, vous avez plusieurs niveaux de difficulté. Vous avez les faciles, ceux qui sont découverts très peu de temps après la sortie du jeu, parce qu'ils sont à peine cachés, que la référence est assez connue de tout le monde, ou encore parce que c'est un easter egg running gag qui se perpétue à travers les licences. C'est le cas par exemple du Mégalodon dans les Battlefield, qui peut apparaître dans plusieurs opus de la saga. Vous avez ceux dont le niveau de difficulté est moyen, ceux-ci prennent en général quelques mois à être dénichés, souvent parce que la séquence de touches ou la suite d'actions pour le déclencher ne peut pas être le fruit du hasard. Je peux prendre l'exemple du jeu Batman Arkham Asylum, sorti en 2009, qui enfermait une salle secrète qui n'a été découverte qu'un an après sa sortie. Puis, on commence à s'attaquer aux easter eggs difficiles, ceux qui vont demander des compétences spéciales, notamment beaucoup de patience. Ceux-là peuvent mettre des années avant d'être trouvés. Ce qui arrivera au jeu Legend of Zelda A Link to the Past, sorti en 91 sur Super Nintendo, qui cachait lui aussi une salle secrète, mais celle-ci n'apparaissait à l'écran que lorsque le jeu était sur le point de planter, et seulement sous certaines conditions. La salle secrète affichait d'ailleurs le nom de Chris Houlihan, un gagnant d'un concours organisé par le magazine Nintendo Power, dans lequel les participants devaient transmettre la photo d'un ennemi caché dans le premier Final Fantasy. Cette salle ne sera découverte qu'au début des années 2000, soit plus de 9 ans après la sortie du jeu. Et enfin, vous avez les easter eggs impossibles, ceux qui ont nécessité plusieurs décennies pour être trouvés, ceux qui n'ont pas encore été dénichés, ou tout simplement parce qu'ils sont impossibles à réaliser techniquement parlant. Souvent, il a fallu fouiner dans les fichiers sources pour comprendre qu'il y avait un easter egg, et ensuite seulement tenter de le déclencher directement dans le jeu. Parfois même, ce sont les concepteurs qui vendent la mèche parce que plusieurs décennies plus tard, il n'a toujours pas été trouvé. C'est exactement ce que va faire l'ancien président de Nintendo, Satoru Iwata, en 2009, en expliquant que dans le jeu de boxe Punch-Out, sorti sur NES en 87, il y avait des secrets qui n'avaient pas encore été découverts.
Et c'est en 2016, soit presque 30 ans après la sortie du jeu, qu'un utilisateur de Reddit publia une vidéo dans laquelle il expliqua avoir trouvé comment mettre KO en un seul coup son adversaire. Alors, c'est pas nouveau dans le jeu, on sait depuis longtemps qu'il est possible de faire un KO en un seul coup, sauf qu'on pensait jusqu'alors que ce n'était que de l'aléatoire. Alors qu'en fait, il y a une indication visuelle à chaque fois pour signaler au joueur quand attaquer. Il fallait regarder dans le public et trouver l'homme avec une barbe en haut à gauche. Lorsque ce personnage hoche la tête, c'est le moment pour frapper l'adversaire et le terrasser. Cette technique ne fonctionne que contre 2 adversaires spécifiques et pendant le deuxième round. Mais comme Satoru Iwata a parlé de secrets au pluriel, je ne serais pas surpris d'apprendre que des indications visuelles similaires puissent fonctionner pour d'autres adversaires dans le jeu. Et si vous vous penchez sur l'histoire des easter eggs, vous remarquerez qu'en général, ceux qui sont les plus compliqués ne concernent quasiment que les outils interactifs comme les jeux vidéo, les programmes ou les sites web. Le format vidéo ou audio, que ce soit pour les clips, les séries, les films, de par leur essence même, sont des formats qui intègrent des easter eggs assez facilement identifiables. Il est rare d'en trouver dans un film après plusieurs années. Mais je rajouterais que le niveau de difficulté n'est pas automatiquement corrélé à la complexité mise en place par les développeurs pour trouver un easter egg. Les fusions d'internet et la place considérable des jeux vidéo dans la société aujourd'hui ont permis de faciliter les recherches, les partages et les théories. Vous avez des let's play entiers, des vidéos compilations et même des articles sur les derniers secrets trouvés en date, et toute cette curiosité décuplée par la force du nombre et des réseaux sociaux nous amène à de belles découvertes quelques années après la sortie du jeu. Cependant, il existe des easter eggs dans des jeux dont on ne sait pas si ce sont de réels easter eggs, du moins tant que les développeurs ne l'ont pas confirmé. Ce n'est pas parce qu'on a découvert quelque chose dans un jeu qu'il s'agit forcément d'un easter egg, ça peut tout simplement être un glitch. Un glitch, c'est une brèche dans un jeu qu'il ne faut pas confondre avec un bug. Les deux ont la même origine, c'est-à-dire une faille dans le code source du jeu, mais pour le joueur, là où le bug est un problème, le glitch, lui, est une opportunité. Le bug abîmera les textures des personnages ou de l'environnement, vous empêchera d'avancer dans le jeu, voire fera carrément planter votre console. And that is how you fix the red ring of death, folks. There you go. Buy a new Xbox. Le glitch, lui, vous donnera la possibilité de traverser une zone normalement infranchissable, rendra votre personnage invincible, ou même vous permettra de terminer une partie en un temps record. Les glitches sont par exemple très utilisés par les speedrunners, ce sont ces joueurs qui tentent de terminer le plus rapidement possible un jeu. Oh my god! Yes! Yes! It's over! It's over! Et parfois, la frontière entre glitch et easter egg se retrouve très fine parce que les mécaniques de jeu ou les compétences humaines pour trouver un glitch ne sont pas si différentes de celles pour trouver un easter egg. C'est d'ailleurs une erreur assez classique sur internet, notamment dans les vidéos de compilation ou de top dans lesquelles les deux sont souvent mélangés. Pourtant, ils n'ont pas du tout la même finalité. Le glitch, contrairement à l'easter egg, n'a pas vocation à être découvert par les joueurs et s'il l'est, il sera très probablement patché lors de la prochaine mise à jour ou lors d'une réédition du jeu. C'est exactement cette confusion entre glitch et easter egg qui durera pendant quelques mois sur le jeu The Last of Us sorti en 2013. Dans ce jeu, vous incarnez Sarah, une enfant qui se réveille dans un monde où les personnes deviennent affectées par un champignon qui s'appelle le cordyceps. Et basiquement, le champignon prend le contrôle de son hôte et le transforme en une sorte de zombie. Une fois qu'on sort de notre lit, on se dirige vers la chambre de notre père dans laquelle la télé est allumée sur une chaîne d'information où on ne peut que constater la panique générale suite à cette pandémie. Après une explosion non loin de la maison, la télé se coupe et laisse seulement des grésillements sur l'écran. On se dirige par la suite assez naturellement au rez-de-chaussée, et si par hasard il nous prenait l'idée de ne pas suivre le chemin classique du jeu et qu'on décidait de remonter dans la chambre, on pouvait voir que la télé continuait à grésiller. Jusque-là, rien d'anormal. Cependant, si au moment de descendre les escaliers, vous faisiez pause pour accéder au menu, que vous reveniez au jeu et que vous décidiez à nouveau de remonter dans la chambre, la télé affichait cette fois une fourmi. Mais pas n'importe quelle fourmi. Il s'agit d'une fourmi infectée par le cordyceps et tirée d'un documentaire de la BBC. Oui, parce que le cordyceps existe vraiment dans la nature et peut vraiment prendre le contrôle de certains insectes. Documentaire qui d'ailleurs donnera l'idée de The Last of Us à Neil Druckmann, le créateur de la licence. La mécanique pour arriver à l'image de la fourmi, la signification de cette fourmi infectée, le fait que ce soit une image tirée du documentaire qui inspirera le créateur de The Last of Us, tous les signaux étaient au vert pour penser que nous avions affaire à un easter egg laissé par les développeurs. Un easter egg découvert en 2021, soit presque 8 ans après la sortie du jeu. La nouvelle faisant le tour d'internet, un des développeurs du jeu commenta ceci sur Twitter. En tant que celui qui a réalisé cette séquence, on dirait un bug honnêtement. Ah, zut. L'origine de l'apparition de cette fourmi sera trouvée quelques mois plus tard par un youtubeur du nom de Sleepy Slides. Il explique que lorsque l'on dirige le personnage de Sarah vers la chambre du père, on déclenche un trigger point qui allume la télévision. Mais qu'avant de passer ce trigger point, la télé projette de base cette image de la fourmi. C'est en passant en caméra libre qu'on peut observer qu'elle ne s'active que lorsque Sarah passe à cet endroit bien précis.
Et lorsqu'on descend les escaliers et qu'on redémarre le jeu, ce dernier considère que le trigger point n'a pas été activé. La télé diffuse donc l'image de la fourmi qu'on peut observer si on revient sur nos pas. On peut s'amuser même, après avoir redémarré le jeu, à activer le trigger point pour enclencher la télévision, qui cette fois passera en boucle un extrait de la chaîne d'information puisque l'explosion censée déclencher les grésillements s'est déjà produite dans le jeu. Voilà comment une simple image test, qui servait juste de référence aux développeurs lors de la conception du jeu, a pu générer autant de spéculations et surtout fait croire à la communauté qu'il s'agissait d'un clin d'œil qui leur était adressé. Is that not one of the weirder Easter eggs you've ever seen? It's not just a random ant, it's an ant infected with the real-life cordyceps. Mais cette confusion entre glitch et easter egg est plutôt logique, puisque parfois des easter eggs sont cachés dans un jeu, mais ne sont accessibles qu'en utilisant un glitch. Et là, c'est assez paradoxal, puisque le glitch, comme expliqué avant, n'est pas censé être découvert. Donc, quel est l'intérêt de cacher volontairement un objet à un endroit où le joueur ne doit de toute façon pas y accéder? Parfois, il faut même modifier des lignes de code ou passer en mode caméra libre pour les trouver. C'est le cas entre autres sur Call of Duty Black Ops 6, dans lequel plusieurs petits easter eggs ont été placés par les développeurs à l'extérieur de la map multijoueur Nuketown. Cependant, le seul moyen pour y accéder, c'est que le joueur passe en mode studio, ce qui lui permet non pas de contrôler un personnage qui ne pourrait se déplacer qu'au sol, mais une caméra qui, elle, peut se mouvoir librement sur la carte. Et de toute manière, même si le joueur arrive à sortir de la carte avec son personnage, il a peu de chances d'aller très loin. Il est bizarre ce sol. Il est pas palpable. Donc en utilisant cette caméra, le joueur peut sortir des limites de la map, ce qui normalement n'est pas prévu, pour explorer les alentours jusqu'à tomber sur plusieurs easter eggs ainsi que des glitches disséminés dans les environnements. Par exemple, cet avion placé sous la carte, et très bien modélisé, est un avion AC-130 qui peut se débloquer en cours de partie multijoueur. Mais on se doute qu'il n'avait pas vocation à être trouvé par les joueurs, on peut donc parler d'un glitch. A contrario de ce squelette et de sa canne à pêche, placé volontairement au centre d'un cratère contenant de l'eau, toujours à l'extérieur de la map Nuketown. Dans ce cas-ci, il s'agit bien d'un easter egg qui fait d'ailleurs référence au mode Outbreak dans Call of Duty Cold War dans lequel se trouvait déjà le corps d'un pêcheur mort. L'un est un glitch, l'autre est un easter egg, pourtant les deux ont nécessité de transgresser une règle fondamentale d'un FPS en ligne, sortir de la carte. C'est bien que les développeurs avaient anticipé que des malins fouineraient à des endroits non accessibles en temps normal. Et évidemment, ce n'est pas fait par hasard. Un easter egg, ça fait parler. Avec l'explosion des lives de jeux vidéo sur les plateformes de streaming, intégrer un objet caché, même anodin, c'est la garantie d'avoir des passionnés qui en parleront à d'autres passionnés, ou même à des novices. Il va crever? Oh my god! Oh my god! Je suis un putain de monstre, mec! Y'a rien. Non, y'a rien. Y'a rien. Y'a rien. Mais y'a rien, les gars, c'est un vieux easter egg. On vient de perdre 10 minutes pour un vieux cadavre, frérot. Les forums, les subreddits, les articles de sites spécialisés, les vidéos YouTube permettent de relancer l'engouement sur des jeux vidéo parfois vieux de plusieurs dizaines d'années ou d'entretenir la hype autour du dernier jeu sorti. Mais là où à une époque les développeurs voulaient juste faire un clin d'œil aux joueurs, aujourd'hui c'est une dimension plus vénale qui a pris la place. Les easter eggs font partie intégrante des stratégies de communication des studios parce qu'ils évoquent en nous des sentiments positifs comme la satisfaction de l'exploration, et ils récompensent la curiosité et l'attention aux détails. Trouver un easter egg, ça procure une sensation d'accomplissement et ça valorise l'esprit d'observation. Des qualités plutôt nécessaires à minima quand on lance un jeu et qui sont exploitées à leur maximum. Les easter eggs peuvent même ajouter de la profondeur et de la richesse à l'intrigue principale. L'univers est plus étendu, on y ajoute des couches supplémentaires de contenu, des références culturelles ou des hommages qui rendent l'œuvre plus immersive et engageante. Pour les joueurs, la découverte d'un easter egg peut être perçue comme une récompense, certaines récompenses étant reçues concrètement par le joueur. Et tout ça nourrit aussi un sentiment de complicité avec les créateurs. Découvrir un easter egg nous donne l'impression d'avoir un lien spécial avec ceux qui l'ont placé ici, comme si on partageait une private joke. Hello to everyone at Remedy, this is Jamie and Renaud. Hello. Hey, how you doing? And this is hopefully the last session we've done for you, or we're going to do for you. It's been a pleasure working on this game. We hope you like the audio. Good luck with bringing it home. And we're with you on it all the way, and again, thank you very much, and the game rocks. On a le sentiment de faire partie d'un club un peu select, dans lequel seuls quelques passionnés ont pu accéder. Et si ce sentiment vous ne l'avez pas avec le créateur de l'easter egg, vous pouvez l'avoir avec les personnes qui s'adonnent à la chasse aux easter eggs, et vous renforcez le sentiment d'appartenance à une communauté. Et tout ça mis bout à bout, les concepteurs de jeux vidéo, ils l'ont bien compris et ils l'ont bien marketé. Avec l'augmentation significative de la taille des jeux vidéo, les développeurs peuvent désormais intégrer des secrets de plus en plus sophistiqués. Si je prends le jeu le plus vendu des années 80, c'est Super Mario Bros, sorti en 85, et celui-ci pesait 32 kilooctets de code de jeu et 8 kilooctets pour les graphismes, pour un total de 40 kilooctets.
À titre de comparaison, le dernier Super Mario de plateforme en 2D, Super Mario Wonder, pèse 4 300 000 kilo-octets ou 4,3 Go. C'est 107 000 fois plus, et pourtant, c'est pas un jeu très lourd. Vous vous en doutez, à l'époque, il n'était donc pas question d'intégrer des easter eggs si ceux-ci devaient rogner sur la qualité finale du jeu. Mais aujourd'hui, ça peut carrément être un atout commercial. On va revenir sur l'exemple de Call of Duty parce que vous trouverez des secrets parmi les plus répandus depuis des années dans les jeux vidéo, notamment le mode zombie. Là où initialement on trouvait des petites surprises par-ci par-là, comme débloquer une musique en faisant de simples manipulations, Here's the last piece. What do I win? aujourd'hui ça devient véritablement une course au premier qui trouvera le secret du zombie dans son intégralité. C'est tellement devenu partie intégrante du mode zombie qu'on peut presque dire que ça n'en est plus un easter egg, ou plutôt qu'il y a des easter eggs intégrés dans le secret du mode zombie. Et le pire c'est que ce sont nous, les joueurs, qui devenons en quelque sorte les commerciaux de ces jeux vidéo. On en fait indirectement la promotion parce qu'on veut raconter à la communauté le dernier secret qu'on a trouvé, et évidemment c'est du pain béni pour les gros studios pour qui ça n'a quasiment rien coûté. Bingo. D'ailleurs, il n'y a même plus besoin d'attendre que le jeu sorte. On sait déjà que dès le premier teaser, on trouvera des références de pop culture ou encore des clins d'œil appuyés envers la communauté ciblée par le jeu. Suffit de constater l'engouement autour du premier trailer de GTA 6 qui, au-delà de l'attente énorme de la communauté, a été décortiqué de fond en comble afin de trouver le petit secret caché que personne n'aurait vu. Et comme le studio Rockstar Games qui développe le jeu savait que les passionnés allaient passer au peigne fin la bande-annonce, ils ont mis des références dans littéralement chaque plan du trailer, ce qui en fait une bonne centaine, de quoi occuper les fans pendant plusieurs jours. Et vous verrez que le jeu en lui-même regorgera de secrets qui mettront probablement des années avant d'être reconstitués dans leur intégralité, en tout cas je tiens les paris. Mais d'ailleurs, il n'y a même pas besoin d'aller jusque-là, puisqu'avec le développement des jeux open world dans lesquels le personnage peut se balader librement, les studios n'ont qu'à faire quelques clins d'œil ici et là, ça leur demande pas énormément de temps ni d'argent, et ça suffit à faire plaisir aux joueurs. Surtout quand ces easter eggs jouent sur la nostalgie en faisant des références à des précédents opus, comme dans Super Mario Sunshine par exemple, dans lequel lorsque Mario se fait scanner par Jet, on peut apercevoir d'anciens gameplays de précédents jeux Mario. Voilà, ça demande pas beaucoup de travail de développement, mais ça suffit à faire parler, moi le premier. Ouais, c'est marrant. Parfois même, les développeurs n'ont pas à se soucier de la pertinence de l'easter egg, ni même de sa complexité. Ils peuvent juste placer un objet visible mais inaccessible pour le joueur, comme par exemple un bunker fermé ou une météorite dans le ciel, et la curiosité humaine suffira à élaborer un nombre incalculable de théories autour de leur présence. La fameuse météorite est là. On va en parler après les gars, pour l'instant je me concentre un peu. Mais critiquer uniformément l'industrie du jeu vidéo, ça serait malhonnête de ma part. Un easter egg, c'est aussi un bon moyen de populariser via le bouche à oreille un jeu indépendant. C'est précisément comme ça que le petit jeu Undertale, sorti en 2015, arrivera à se faire un nom. Dans ce jeu, on incarne Frisk, un enfant tombé dans l'outre-monde, un monde souterrain peuplé de monstres où chaque affrontement peut être résolu soit par la violence, soit par la diplomatie. En fonction de vos actions passées, vous déclencherez une des nombreuses fins possibles du jeu. La popularité d'Undertale s'explique par son créateur, Toby Fox, qui a su réaliser seul de A à Z un jeu innovant qui déconstruit les mécaniques classiques d'un jeu de rôle. Le tout poussé par une communauté qui, via un financement participatif, a contribué à la viabilité économique de son développement. Mais ce qui a énormément impacté les joueurs, c'est la quantité phénoménale de références à la culture geek, ainsi que la multitude de sources d'inspiration, qu'elles soient musicales ou visuelles, à des jeux vidéo, des animés, des mangas, ou même des vidéos d'internet. Un jeu rempli d'easter eggs qui ont grandement contribué à son succès. Avec l'explosion de la culture geek, l'industrie cinématographique suit la même logique que l'industrie des jeux vidéo. Les easter eggs sont devenus un argument de vente, Marvel et Star Wars en usent pour fidéliser leur audience, parfois au détriment du scénario. Certains films semblent aujourd'hui conçus pour être décryptés plutôt que regardés. Il dit que vous êtes brillant, et il dit aussi que vous êtes paresseux. J'essaie de m'améliorer. Être remarquable ne suffit pas, jeune homme. Il faut travailler dur. Oh, je suis content de te voir, mon garçon. Moi aussi, je suis content. T'es devenu un homme? Alors, qu'est-ce que tu racontes? J'essaie de m'améliorer. D'autres films, même s'ils foisonnent de références, arrivent à proposer un scénario qui nous tient en haleine. J'étais obligé dans cette vidéo de citer Ready Player One de Steven Spielberg. L'histoire se déroule en 2045 dans un monde dystopique où la majorité de la population échappe à la réalité en se réfugiant dans un univers en réalité virtuelle qui s'appelle l'Oasis. À sa mort, James Hallyday, le créateur de l'Oasis, lance un ultime défi aux joueurs, une chasse au trésor avec pour objectif de trouver l'easter egg qu'il a caché dans le jeu. Avec en prime pour le vainqueur, la totalité de la fortune de Hallyday et le contrôle de son monde virtuel.
le film est évidemment bourré d'easter eggs pour arriver à l'easter egg final, non sans quelques approximations, puisque le film sorti en 2018 fait mention d'Adventure comme étant le premier easter egg dans un jeu vidéo, sauf que vous savez maintenant que c'est faux. T'es bien renseigné toi. Bref, les easter eggs sont absolument partout et le terme est devenu tellement populaire qu'il est même utilisé en dehors du cadre numérique, comme s'il était possible de tomber sur des secrets dans la vraie vie. En général, il s'agit de références à de la pop culture. Je pourrais encore passer 1 heure à vous décrire des easter eggs, tellement ils sont nombreux. Certaines marques, comme Google, en dissimulent absolument partout, que ce soit sur leur site, leur navigateur web ou même dans les systèmes d'exploitation Android. D'ailleurs, est-ce qu'on peut encore parler de dissimulation lorsque vous avez un gros bouton partagé qui apparaît en bas de votre écran en même temps que votre easter egg? Google l'a très bien compris, le bouche-à-oreille numérique est le meilleur outil pour faire apprécier une marque. Ce n'est pas une pub envahissante qui apparaît dans votre fil, là ça peut être votre meilleur ami qui se fait le messager indirect de la marque en vous l'envoyant en message privé. D'ailleurs, vous avez des agences qui proposent d'intégrer dans leurs offres marketing pour les entreprises des easter eggs afin de créer des campagnes virales pour générer de la sympathie des consommateurs envers la marque. Des easter eggs sur les packaging, sur les réseaux sociaux ou encore à travers des publicités. Et oui, vous n'êtes désormais plus de simples utilisateurs, vous êtes des consommateurs et en tant que tel, vous avez quelque chose qui intéresse les entreprises. L'argent. La force d'un easter egg en marketing, c'est de vous faire croire que ce n'est pas de la publicité. Parce que celui qui diffuse l'information, ce n'est pas la marque, ce sont les consommateurs eux-mêmes. Un peu à la manière d'un goodies qu'une marque vous distribuerait à un événement, bravo, vous avez récupéré un bob gratuit, mais la marque, elle, s'est offert un panneau publicitaire humain. T'es un pigeon ou quoi? Comprenez que lorsque vous tombez sur un easter egg aujourd'hui, c'est qu'il a été savamment pensé pour vous impacter. Si vous êtes persuadé d'être insensible à la publicité en général, vous n'avez peut-être pas été indifférent au dernier buzz qui est apparu dans votre fil Insta. Les entreprises font semblant de cacher quelque chose en vous faisant croire que vous serez le seul à le trouver. Cependant, elles ne souhaitent qu'un seul aboutissement, c'est bien qu'une fois trouvé, ce quelque chose devienne viral. Et paradoxalement, cette viralité devrait nous faire comprendre que nous n'en avons plus l'exclusivité. Et pourtant, cette émotion ne s'estompe pas. Si vous avez trouvé le quelque chose, vous conserverez ce sentiment de récompense, et ce, même si des millions de personnes l'ont trouvé avant vous. Et si on vous a montré comment trouver ce quelque chose, vous renforcerez le sentiment d'appartenance ou de sympathie envers la communauté en question. Bon, on pourrait finir sur cette note très pessimiste, mais l'easter egg, c'est pas que ça, et surtout c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est un puissant outil d'émotion, il peut tout aussi bien vous faire peur comme il peut vous apporter une toute nouvelle expérience de jeu. La finalité de cette vidéo, ce n'était pas de vous faire détester chaque easter egg que vous croiserez à l'avenir, mais simplement de vous poser cette question quand vous en trouverez un, pourquoi a-t-il été placé là? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas fait, et pour ceux qui voudraient soutenir financièrement la chaîne, vous avez toujours un lien Ko-fi dans la description. Je vous dis à la prochaine, salut!